Parfait, merci beaucoup Mario. Est-ce que il y a dans la salle des... Oui, on peut les applaudir tous les trois, je crois. Si nous avons devant nous encore une petite heure de débat, donc oui. Alors, Rachel va réagir et Oui, n'hésitez pas à lever la main. bonjour Christophe. très cher. Et notamment, je voulais juste réagir, Mario, à cette histoire, tu sais, Des génération émotions. des émotions, puisque la génération offensée, c'est celle que je me prends dans la gueule depuis un an. Donc je sais très bien de quoi tu parles. Non, je parlais en termes de... Oui, je sais. Sur notre réparation intérieure, évidemment qu'il y a une construction très solide sur nos fondamentaux politiques, mais sur notre construction, notre culture qui déborde. Et là, je parle aussi du point de vue de l'artiste, que l'artiste arrive à montrer... Moi, j'avais écrit cette phrase dans le livre, quoi, que les artistes sont les législateurs de l'ombre, c'est-à-dire qu'avec... Un artiste n'a pas à vous montrer ce que vous voyez déjà. Lorsqu'une comédienne arrive sur scène en disant « je suis noire », c'est pas du tout intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est intéressant chez l'artiste, c'est qu'avec son intuition et ses émotions, il puisse vous emmener dans des endroits, dans vos humanités que vous n'avez pas encore décelées. C'est de ça dont je parlais, Mario, pour notre réparation. Je ne t'avais pas bien entendu et évidemment, tu sais combien nous considérons, nous, à la LICRA, que l'artiste, c'est l'imaginaire, c'est l'autodérision, c'est la subversion, c'est la soupape et que, évidemment qu'il ne faut pas de police de la pensée et police morale. Dans ce sens-là, l'émotion, je comprends tout à fait ce que tu as voulu dire. Les artistes sont les législateurs non reconnus de notre monde. Ils projettent devant nous les ombres de l'avenir. Voilà. Passage extrait du livre de Rachel Kahn. Christophe. Merci Jean-Noël, bonjour à tous. Merci pour vos éléments. Tu veux me voir Isabelle? Tu ne m'as pas vu ce matin, c'est pour ça. Effectivement, mon cher Patrick. Oui, la Corrèze, bien évidemment. Tu sais très bien qu'il ne faut pas trop en parler parce qu'on est déjà bien ciblé, la Corrèze, depuis des années. Trêve de plaisanterie. Moi, j'ai une question, peut-être Jean au départ. Quand vous réfléchissez beaucoup sur la nuance, moi j'ai une vraie question. Est-ce que le politique doit aller vers la justesse de ses décisions ou vers la justice des décisions? Moi j'aime bien écrire sur la nuance aussi, et je pense que tu as des éléments à nous dire là-dessus, parce que la justesse et la justice, c'est pas la même chose. Et nous, le politique, on doit choisir à un moment donné, quand on légifère ou quand on discute avec les gens, à trouver la bonne position. Je voudrais avoir ton avis, et Rachel ou Mario, vous pouvez aussi répondre. J'ai une question pour Rachel, je ne vais pas m'étendre, si on peut débattre après. Le titre « Racé ». Et le mot « racé » a quand même une signification aussi très positive. Et je voulais savoir si, justement, ton titre, tu ne l'as pas justement choisi, parce que quand on dit que Rachel est une femme racée, c'est fin, c'est positif. Est-ce que ce n'est pas justement un choix de contre-indication, à la fois ce que tu écris dans ton livre et ce que tu veux mettre en œuvre? Voilà, c'est mes deux questions, très différentes. Une plus politique et une plus significative en matière de français, si vous me permettez. Peut-être juste, vous pouvez préciser ce que vous entretenez, vous, enfin, votre définition, le distinguo entre justesse et justice, vous aviez l'air d'avoir en tête quelque chose de précis. Oui, pour moi, la justesse, c'est la décision et le compromis qu'on doit mettre en œuvre pour amener la société vers où on veut l'amener. Et la justice, pour moi, c'est la décision juridique qu'on va écrire dans une législation. Merci. Frédéric, levez la main. On va prendre quelques questions. Frédéric Petit, député des Français établis hors de France. Oui, merci. Moi, c'est pour apporter une réponse. Vous avez posé la question, Jean, tout à l'heure. Je ne sais pas où ces figures sont allées chercher cela. Moi, je vais vous livrer une anecdote qui prouve d'où on vient en France. Mes collègues l'ont vécu, mais ça ne les a pas marqués comme moi. Nous sommes en discussion de la loi Bayrou en 2017 et nous sommes très tard le soir, nous discutons de comment on appelle ça, le conflit d'intérêts. Et il y a un amendement qui ne vient pas du Front National, qui vient du LR. L'amendement est très simple. Les doubles nationaux sont exclus des responsabilités politiques. Je ne sais pas encore comment on lève la main et comment on prend la parole, je ne peux pas répondre. Et la réponse vient du banc socialiste qui se tourne vers nous et qui dit « Vous voyez, il existe encore une droite et une gauche. Eux n'aiment pas les étrangers et nous aimons les étrangers. » Je suis allé voir les deux impétrants en disant que j'étais ravi que ma fille ne puisse jamais être élue aux responsabilités. Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ben oui, mais c'est ce que tu as écrit quand même. Je pense
que si on voit l'histoire de Rachel, si on voit l'histoire de Camus, je pense que la réponse dans ce que vous dites est aussi dans une mondialisation qui serait une mondialisation culturelle vue un peu autrement. Hein, je dis, il y a cette réponse fameuse de Virgile Elizondo, je sais pas, c'est de mon âge, hein, c'était un penseur de l'interculturalité dont la mère était catholique mexicaine et le père quasiment mormon américain, et qui disait non, je ne suis pas 50% les deux, je suis 100% les deux, je suis plus large que les autres. Donc je crois que la réponse, j'ai regardé les gens qui ont été cités, enfin je ne les connais pas tous, mais manifestement, je crois que dans l'intégration de la double culture, en France, on a du mal parce qu'en France, on a compacté le terme de nationalité, de citoyenneté, et puis en plus, on appelle ça se naturaliser. Comment voulez-vous que les étrangers comprennent ? Je crois que cette notion de dire « je suis plusieurs choses dès le départ, dès mes parents », etc., je crois que ça aide et que c'est quelque part le côté d'avenir de la mondialisation et qui peut répondre à la question d'où ça vient. Merci Frédéric. On va prendre une dernière observation de Sarah El Haïry. Et pour rebondir sur ce que disait Frédéric, j'extrais une autre citation du livre de Rachel qui est empruntée à Romain Gary. On est tous des additionnés. Merci, Lucianien. Et Frédéric a complété. Merci beaucoup pour cette table ronde qui présage de beaux échanges. Moi, je vais revenir sur peut-être la génération offensée. Rachel le disait, cette génération offensée, toi tu la prends en frontale. Moi, j'essaye de parler avec elle. Et en réalité, établir un échange, construire pour apporter et bâtir la nuance, eh bien, c'est beaucoup plus difficile quand il y a cette émotion excessive de l'offense, voire de ce sentiment de victimisation initiale. Et donc, moi, ma question, c'est finalement, quand c'est la position la plus victimaire, c'est quand les écoutilles sont fermées, comment on reconnecte l'émotion, comment on reconnecte avec l'autre pour essayer de rebâtir quelque chose dans cet interstice qu'on peut... sur lequel on doit, je pense, sur lequel on doit construire, c'est-à-dire entre l'instruction à l'école, effectivement, et l'éducation à la maison. Entre les deux, on a un champ. Ce champ, c'est le chemin de la citoyenneté. Et je rejoins, du coup, les propos de Frédéric. Mais face à l'offense, comment amener la nuance ? Merci beaucoup, Sarah. Je vous laisse prendre la parole. Rachel, peut-être en premier. Sur la première question, je n'ai pas très bien compris sur racer, parce qu'effectivement, c'est très positif. C'est-à-dire que c'était un pied de nez à cette victimocratie permanente. C'était aussi c'était une insolence. Et puis, c'était inventer une autre définition au mot racer, qui était justement de cette addition, comme un gâteau est sucré, ayant, entre guillemets, plein de races en soi, et surtout dans notre France qui est ultra mélangée. Vous savez, mon pédigré, il n'est qu'une forme d'alibi, en fait, pour aller sur le champ de l'universalisme et justement de cette question de citoyenneté. Mais c'est un alibi, on est tous des additionnés et des racés, voilà. Avec la tête haute, la dignité. Merci. De Sarah, sur l'offense et la nuance. D'accord, ok. Sur l'offense et la nuance, moi je les amène par l'art et la création. C'est-à-dire que c'est les reconnaître en tant que créateurs, donc les reconnaître, donc à la limite les faire renaître en tant que citoyens, parce qu'il y a une telle faille en eux, il y a une telle souffrance en eux, de reconnaître cela. Et ensuite, c'est vrai qu'à travers la création, l'écriture, leur dire en fait qu'ils ont le pouvoir de créer quelque chose. En réalité, ils ont le pouvoir de se créer un récit citoyen. C'est comme ça que je fais, mais ça prend énormément de temps et énormément d'énergie. Et j'ai l'impression, alors là, ça va peut-être vous paraître très bisounours, mais en fait, c'est des petits qui ont besoin vraiment d'amour, quoi, et d'être regardés avec de l'amour. C'est ça. Et à partir du moment, moi, je vais en détention avec les fichiers S, les radicalisés, etc. Et dès que on regarde, alors c'est un vrai travail sur soi, justement, faire appel à cette nuance en soi, c'est chaud par moment. Mais les reconnaître avec de l'amour, c'est déjà un premier pas qui brise ce truc d'offense et surtout qui leur enlève leur repère victimaire. Ce qui est très particulier aujourd'hui, c'était juste pour rebondir par rapport à la notion, à la question juste avant, c'est qu'on parle de démocratie. Donc ça veut dire la démocratie, c'est quand même
En général, on fait des lois avec la majorité. En fait, là, l'atout, il est sur la minorité. Et donc, on va s'inventer des nouvelles minorités. Et là, on le voit très bien à l'extrême gauche, mais aussi à l'extrême droite, avec ces histoires de race pure et de race super, super pure. Comment, en fait, on veut arriver avec des nouveaux mots, notamment les questions écoféministes, intersectionnalité, juste pour avoir une spécificité et pour être toujours minoritaire. Ça, c'est extrêmement dangereux. Après, il y a ce fantasme aussi du facho. C'est-à-dire qu'on voit le facho partout. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord et vous avez des positions nuancées, vous êtes un facho directement. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et puis pour rebondir en fait aussi et répondre à la fois à Zemmour et Mélenchon, mais c'était par rapport à cette question de la mondialisation. Donc Zemmour et Mélenchon n'ont pas lu Édouard Glissant, qu'on se le dise. La créolisation, c'est pas du tout ça. C'est un chapitre de mon essai. La créolisation, c'est très précisément comment on sort du chaos. En fait, Édouard Glissant a pris donc ses îles de naissance, la Martinique. Évidemment, on entend le mot créole, mais ce n'est pas le métissage, la créolisation. La créolisation, c'est comment, après l'esclavage, on a pu s'ouvrir dans la relation à l'autre pour essayer de s'en sortir. Le Covid est un moment de créolisation. C'est-à-dire qu'on vit à l'heure de Wuhan, des États-Unis, de l'Inde, et on fait avec les autres pays, et donc on entre en relation pour voir quelle est la solution la meilleure. Moi, je sais que je suis le fruit de ce chaos. S'il n'y avait pas eu la Shoah d'un côté, la colonisation, l'immigration, je ne serais pas là. Et je n'aurais pu naître que en France par rapport à ces chaos-là qui font partie du récit français. Jean ? Oui, je suis assez déstabilisé par votre question sur la justice et la justesse, parce que je crois que c'est aussi ça je disais qu'il fallait savoir admettre ses failles. Je serais incapable de répondre à cette question, je crois. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des grandes faiblesses de mon texte, c'est-à-dire que j'essaie de donner plein de petites choses qui ne sont pas du tout ni des recettes, et qui relèvent beaucoup de l'émotion. Moi, il y a eu je ne sais pas comment dire, j'essaie d'ancrer, montrer que pour Camus, c'est la pauvreté ou la maladie, pour Lambarthe aussi, que chez Hannah Arendt, toute la question de la nuance vient d'un certain rapport frontal à l'amitié, etc. Et donc, comment distinguer ça ? En fait, il faudrait que vous repreniez la parole et qu'on prenne 2-3 exemples très concrets, que vous racontiez comment sur telle et telle question, j'essaie d'être juste, mais en étant juste, je ne serai pas dans la justice. Voyez. Et ça m'intéresserait parce que peut-être très naïvement, dans mon livre, je pars un peu du principe qu'il n'y a pas, mais c'est sans doute là pour le coup un peu naïf et impuissant, je ne sais pas comment dire, ou foireux. Je pars du principe qu'il faut essayer de trouver la position à la fois la plus sincère, la plus frontale, la plus loyale, et donc ça sera la plus juste de tout point de vue. Voilà. Mais c'est pas vraiment une réponse, ou c'est une réponse un peu cheap, voilà, ou un peu. Donc j'ai pas vraiment. Mais il faudrait qu'on prenne des exemples. Moi, tous les exemples que je prends sont plus des exemples un peu, à nouveau, un peu grandiloquents. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que je prends Albert Camus, la guerre d'Algérie, Hannah Arendt, et c'est là d'ailleurs que la question de l'éducation. Je voudrais dire un mot là-dessus, un peu déprimant, si vous permettez. Je pense qu'il est l'heure de commencer à déprimer un peu. Je sais pas quelle heure il est. Mais moi, il est trop tôt. Bon, bah alors je reviendrai. J'y reviendrai dans un quart d'heure. Mais non, mais vous savez, moi, évidemment que moi aussi, je crois beaucoup à l'éducation. Je suis issu totalement de cette culture-là, des Lumières et d'une espérance radicale dans l'éducation et dans la culture, etc. En même temps, je me souviens de ce témoignage d'un rescapé du génocide rwandais dans un des très beaux livres de Jean Hatzfeld, qui a fait ces textes si magnifiques sur le génocide des Tutsis. Et dans son tout premier volume, je crois que c'était dans Le Nu de la vie, Jean Hatzfeld donne la parole à un ancien instituteur, qui a longtemps enseigné et qui est rescapé du génocide et qui dit « Moi, pendant des années, j'ai enseigné les Lumières à mes étudiants, à mes élèves. Je leur ai parlé de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, etc. Et je croyais que la culture était le meilleur rempart contre la barbarie. » Il le dit beaucoup mieux, la langue de cet homme, et je ne fais que paraphraser en mots un peu pauvres ce qu'il dit, mais l'idée est là. Et il dit, ce que j'ai appris avec le génocide, c'est que la culture ne fait pas rempart à la barbarie, elle ne protège pas de la barbarie, elle rend simplement plus efficace dans la barbarie. C'est ça qu'il dit.
Parce qu'il faut quand même avoir toujours ça en tête. Bien sûr que la culture et l'éducation peuvent et doivent avoir un rôle central dans tout ce qu'on dit là, dans la simple question de faire société, de s'ouvrir aux autres, de douter de soi-même, de nourrir la démocratie, etc. Et en même temps, voilà, il suffit de lire tous les mémoires, les correspondances des grands dignitaires nazis, il suffit de lire. Lisez Hannah Arendt, moi je cite Hannah Arendt parce que je parlais de l'amitié, quand elle quitte l'Allemagne, parce que sinon elle risque sa vie, et qu'elle arrive en France, et que rares sont ceux qui l'aident, elle a des passages magnifiques où elle dit qu'en fait, elle ne veut plus jamais avoir de relation avec les intellectuels. Tout son milieu, c'est des intellectuels, des philosophes, etc. Et elle dit vraiment plus jamais les intellectuels, parce qu'elle dit vraiment tous ces gens tellement cultivés, tellement érudits, la plus grande violence que j'ai subie, c'est pas tellement la haine de mes ennemis, c'est leur silence à eux. Donc, il faut quand même avoir à nouveau de la mémoire, exactement comme sur la question du djihadisme, il faut quand même se souvenir de ce qu'a été, de ce que demeure, de ce que peut redevenir, ou ce qui est déjà redevenu la puissance matérielle et politique du religieux comme élan intime et intérieur. Il faut aussi se souvenir du fait qu'il y a des gens très, très, très éduqués et très, très, très cultivés qui peuvent être des très, très grands génocidaires. Donc, c'est un problème. Et après, je termine sur la question de l'offense. Moi, j'ai un avis là-dessus, d'ailleurs, pas du tout, peut-être pas très intéressant, mais de l'offense, il y en a. Je ne sais pas comment dire, parce que bien sûr, il y a la génération offensée, il y a tout ce phénomène que vous avez bien décrit. Et en même temps, il y a 1000 raisons d'être offensé, enfin de se sentir offensé, de se sentir authentiquement offensé. Il y a beaucoup d'injustices, il y a des violences policières, il y a tout ce qu'on veut, il y a du racisme, il y a des discriminations. Enfin, moi, je ne nie pas du tout ça. Je suis sur des positions très nuancées, justement, sur ces sujets. Et un des aspects qui permettent, à mon avis, de passer de l'offense à la nuance, pour répondre un début de réponse à votre question, c'est aussi d'apporter, de reconstruire, et c'est votre job à vous. Il y a un souci, peut-être, non, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Je pense qu'un des aspects de ce lien entre offense et nuance, de cette dialectique qu'il pourrait y avoir, c'est de réapporter de l'espérance. Et ça, c'est à vous de repenser une espérance pour aujourd'hui. La question de l'espérance, à nouveau, ça va être un grand mot, un peu cucu, etc. Mais non, c'est très important. Justement, je disais tout à l'heure que la seule espérance radicale pour laquelle des jeunes sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde aujourd'hui, c'est le djihadisme. C'est quand même un symptôme qui devrait nous empêcher de dormir en permanence. Et il n'y a pas tous les philosophes chrétiens et pas seulement chrétiens. J'avais lu une conférence de Paul Ricoeur magnifique devant une assemblée de protestants et de marxistes qui disait mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'avenir sans espérance. Et un monde où des jeunes peuvent écrire sur l'université de Nanterre, vous savez, il y a un slogan qui a été écrit, on ne sait pas par qui, sur le mur de la fac à Nanterre, quelqu'un a écrit « Il y a une autre fin du monde possible ». Voilà, il y a une autre fin du monde possible. J'en parlais déjà à Lannoy, je crois, de cette phrase-là, parce que ça m'obsède. Vous voyez, il y a des générations et des générations qui peut-être déjà se sentaient offensées, mais qui pensaient sortir de l'offense par une espérance radicale en un autre monde. C'était « il y a un autre monde possible », le grand slogan de génération de militantes et de militants. Et là, vous avez tout d'un coup des gens, dont une jeunesse, dont l'espoir radical n'est pas de changer le monde présent, de créer un monde futur plus beau, plus humain, plus juste, etc., mais de freiner l'effondrement de celui-ci. Ça aussi, c'est quand même un symptôme immense. Donc, je pense que la question de l'offense, on ne peut pas sortir des gens qui se sentent offensés de ce sentiment-là qui peut enfermer sans reconstruire les conditions de possibilité, dessiner les contours d'une espérance pour l'avenir. Et ça, c'est central. Aujourd'hui, quel est l'espoir? Qu'est-ce que vous avez à dire si vous vous retrouvez demain? On parlait d'éducation, vous êtes devant des élèves de terminale. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur dire on va refaire société, on va faire de l'antiracisme. Évidemment, c'est central. Mais est-ce que ça peut être une espérance? Ça aussi, tout ça n'est que, vous savez, et je finis là-dessus, il y a une phrase de Georges Bernanos, qui est un écrivain que je cite beaucoup, chrétien, royaliste, monarchiste, ancien maurassien, etc., qui dit « Nous demandons pour nos fils un autre général que le général moindre mal ». Voilà. Et je pense que un des moyens de faire sortir des générations entières de cette offense qui peut vitrifier les âmes et la vie, et de les faire passer à quelque chose qui relève du courage, de la nuance, c'est de leur montrer qu'ils ne vont pas rester toute leur vie dans le choix du général moindre mal. Merci beaucoup. Mario, et puis on a beaucoup de demandes de parole à suivre. Oui. Quelques mots sur d'abord justice et justesse. Justice, justesse, pour moi, a comme reflet équité, égalité.
est-ce que dans un projet politique, on vise l'égalité, qui est la stricte justice, ou est-ce qu'on vise l'équité, c'est peut-être avec une certaine justesse, décider de prendre des décisions qui ne sont pas d'une justice totale, mais qui visent une certaine équité. Et moi, je pencherais plutôt vers un souci d'équité. Je reconnais à la justice une vertu, c'est une vérité judiciaire, à un moment ou un autre, selon des codes, des lois. La justice, pour moi, elle est judiciaire. L'équité, c'est un souci politique de donner à chacun la chance qu'il peut acquérir en fonction de ses moyens, de ses connaissances, et l'amener jusque là où il peut aller au maximum de son possible. C'est en cela que je conçois une différence entre équité et égalité, et je préfère, car je trouve que c'est plus pertinent, viser l'équité que se réduire notre projet à l'égalité, qui est parfois un fourre-tout. Je le dis comme je le pense. Sur la génération des offensés. Alors, que les choses soient claires. Lorsque j'ai tout à l'heure esquissé ce que j'imagine le monde de demain, j'ai mis l'accent sur la lutte contre les discriminations, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse se sentir utile et qu'on lui donne un rôle dans la société à construire. Et plus qu'une espérance, me semble-t-il, si l'on veut parler à ces gamins, il faut qu'ils se sentent utiles. Pas simplement reconnus, mais utiles. Et le projet politique, c'est de mettre en place les outils qui lui permettent de participer à la vie civique. Ce n'est pas simplement de sortir de son état victimaire et de lui promettre une espérance, une espèce de transcendance. On sait que l'on n'arrivera pas à combattre la transcendance djihadiste par une autre transcendance qui serait une laïcité forcenée ou un catholicisme qui reviendrait en force ou un parti communisme collectiviste qui embrigaderait. On n'est plus dans ce monde de l'individualité ou de la mondialisation en mesure d'offrir une autre transcendante, à mon sens, une autre espérance, sauf celle, tout aussi noble, d'être utile à la société que l'on souhaite construire ensemble. L'éducation, d'abord, il n'y a pas d'autre, je ne vois pas d'autre issue que l'éducation et la formation. Bon, ce n'est pas suffisant, mais c'est indispensable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va voir un gamin qui, lorsqu'on lui expose la Shoah pendant 2 heures, 2 heures, une classe, on les revoit l'année d'après, on suit la classe, et pendant 1 heure, on explique, nos militants, un peu partout en France, ce que c'est que la laïcité, la République française, l'histoire, les religions, la Shoah. Et quand un gamin vient dire, attendez, vous parlez de la Shoah et les Palestiniens. Et on se dit, bon, très bien, on va aussi parler des Palestiniens, on va aussi parler d'ailleurs du massacre des Tutsis. Pourquoi et on essaie de dire, mais pourquoi tu refuses à l'autre la souffrance que tu nous demandes de reconnaître? Et là, souvent, il se passe un moment où il ne sort pas de sa certitude vers une espérance ou vers une autre certitude, mais il sort de sa certitude d'offenser, c'est-à-dire je veux qu'on me reconnaisse par l'offense que j'ai subie. Il sort de cette certitude pour aller vers le doute. Vers le doute. Et à mon sens, tout le projet, lorsque j'évoque l'éducation ou la formation, c'est de faire naître chez ces gamins qui, s'ils n'ont pas le doute, vont vers les extrêmes, de faire naître le doute, de faire naître le sens critique. Et l'étape d'après, c'est de les prendre par la main, une fois qu'ils ont le sens critique et les doutes, et leur donner les moyens d'être utiles à la société qu'ils veulent construire et dont ils doivent respecter les règles. Parce qu'on a peu évoqué dans le monde de demain ce que doit être aussi la sanction, car il n'y a pas d'instruction sans respect de l'instruction. Il n'y a pas d'appréhension de règles éthiques, morales et légales sans respect et sanction de la violation de celles-ci. Et c'est vraiment, me semble-t-il, et c'est là où, par exemple, je prends un exemple tout à fait récent, mais la loi qui vient d'être promulguée et qui est la loi qui permet de la comparution immédiate
de ceux qui ont commis, sauf les journalistes qui sont protégés par la loi de 1881, mais des faits de négationnisme ou d'incitation à la haine, ils peuvent être jugés comme les délinquants ordinaires. Ce n'est pas rien. C'est montrer qu'on ne peut pas se promener partout en criant « Salbounioul, tu es mort » sans être sanctionné immédiatement. C'est un continuum, le fait de devenir un citoyen. Et donc, j'en aurais terminé. Lorsque je disais que je veux qu'on sorte de cette génération des offensés, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître l'offense qu'ils ont subie. Ça veut dire que leur dire et les assigner à cette offense, les réduire à cette souffrance, les réduire à cette victimisation, c'est pas leur rendre service et c'est en faire des bombes à retardement. Or, tout notre langage doit refuser cette victimisation, la reconnaissance de la souffrance, une lutte contre les discriminations et faire en sorte, partout où l'on peut, que l'on les aide à construire la société avec eux, et pas simplement pour eux, mais avec eux, mais refuser l'état victimaire et cette génération qui se dit offensée. C'est la génération que j'appelle « et moi, et moi, et moi ». Ce n'est pas leur rendre service que de se pencher indéfiniment sur leur offense sans leur donner des obligations, certes des droits, mais aussi des devoirs. Merci beaucoup Mario. Philippe Vigier, puis Philippe Bertha se prépare. Bien, un mot d'abord, merci par vos interventions, un peu de nourriture intellectuelle, ça fait du bien dans un monde qui s'agite. Moi, je vais vous dire et avoir votre sentiment sur ce que devrait être l'action publique dans la lutte contre les radicalités. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on écoute Mélenchon, Mme Le Pen, ils s'indignent eux-mêmes de ce qu'ils disent avec indignation. Quand on voit monter ce radicalisme religieux, vous savez que les parlementaires, s'il ne nous reste plus beaucoup de pouvoir, il y en a un qui nous reste. C'est d'aller dans les centres de détention voir ce qui se passe. Moi, j'ai une unité de radicalisation à Châteaudun. Je suis effondré par ce que je vois. Effondré. Ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Quand j'écoutais le juge Trévidic hier qui parlait de l'islam et de 6 ans après, c'est le même. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Donc comment demain, vous voyez, pas loin d'ici, à 80 km en Touraine, il y a un centre de déradicalisation qui s'est installé. Et là également, c'est un échec total. Comment demain, une action publique puissante peut être mise en place? Comment la crédibilité peut s'installer? Parce que vous avez tout à l'heure expliqué le sens de la nuance, mais le sens de la nuance, pour l'atteindre, ça veut dire éradiquer les radicalisations. Comment fait-on? Merci Philippe. Philippe Bertha et Jean-Pierre Cubertafond se préparent. Oui, merci. Bonjour à tous. Non, juste un petit commentaire, plus particulièrement à l'adresse de l'un de mes présidents, c'est-à-dire le président de la LICRA. Bon, avoir supprimé le mot race de la Constitution, j'entends bien. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Parce que ce mot de race, mais donc forcément celui de racisme, en tout cas n'a plus aucune base scientifique. Aujourd'hui, on le sait, nous sommes tous africains, nous sommes tous génétiquement issus du même berceau africain. Nous nous sommes simplement adaptés à notre problématique de fabrication de vitamine D, ce qui a effectivement conduit à ce que nos peaux deviennent un peu plus claires. Et d'ailleurs, qui sait qu'avec le réchauffement climatique, elle ne leur deviendra pas un peu plus foncée dans les générations qui suivent. Donc, est-ce qu'il ne faut pas vraiment mener ce combat jusque-là? Supprimons ce mot de race qui, dans le registre de l'espèce humaine, n'a pas du tout sa place. Merci Philippe. Jean-Pierre Cubertafond et Sabine. Dans votre dernier livre, Jean Birnbaum, Le courage et la nuance, vous abordez la question des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus, vous dites, une arène où le débat est remplacé par le combat. Pouvez-vous nous expliquer ces phrases et que proposez-vous? Quant à votre livre, je conseille à mes collègues de le lire. Il est remarquable. Je partage absolument. Sabine Tillet. Et Philippe Michel, s'il est là, se prépare. Oui, merci pour vos témoignages et surtout pour vos réflexions. J'aimerais rebondir sur l'aspect éducation, formation, culture. Il se trouve que je suis binationale, d'origine allemande, et je dirais même allemande véritablement, avec des parents allemands, etc. Et depuis toujours, je me pose la question, comment dans une nation d'écrivains, de philosophes, où la culture, musiciens, où la culture a joué un rôle vraiment central dans la société, l'horreur a pu s'installer à ce point et qu'on a dérivé vers quelque chose, vers l'horreur absolue. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire aussi au niveau politique? C'est-à-dire, on essaie de régler des choses qui sont d'ordre, je dirais, de ressenti, voire de sentimental, de symbolique avec la loi. Je pense que ça ne peut pas fonctionner.
quel peut être le chemin aussi pour faire véritablement la politique autrement et de voir tous ces signaux de radicalisation d'une société entière, tel que ça s'est passé en Allemagne. Enfin, c'est une question qui me tarabuste depuis tout jeune. Voilà, merci. Merci. Patrick Loiseau. Merci à vous, merci pour tous ces propos très intéressants. Je voulais intervenir sur la notion de nuance. Et quand on parle de nuance, moi je fais automatiquement référence à Albert Camus, qui, je pense que c'était dans son dernier livre qui s'appelait Le Premier Homme, avait cité une notion très importante qui était celle-ci, un homme ça s'empêche. Et c'est un élément très important puisque je pense que son père, à Camus, assistait à une décapitation ou quelqu'un qui était guillotiné. Et donc c'est une notion très très importante et qu'il faut relier à la nuance et qu'il faut relier aussi à notre mouvement politique. Un homme ça s'empêche, ça veut dire on peut faire la révolte mais on ne fait pas la révolution. C'est un élément essentiel qu'on peut recouper avec tout ce qui a été dit ce matin. Et voilà, c'était un petit peu ma réflexion. Et je pense que c'est vraiment notre ligne de pensée. Je sais que vous êtes un spécialiste de Camus. Je vous avais vu sur moi j'adore Camus, mais je vous avais vu une émission politique sur ce point. Et c'est un point qui avait été développé de façon très importante. Notre mouvement politique est dans la nuance. Et je pense qu'il faut faire référence à cet aspect philosophique. Je vous remercie. Merci Patrick, je ne vois pas Philippe, donc je propose à Rachel de prendre la parole. Vous avez remarqué que j'ai moins de temps pour préparer que les garçons. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas du tout. Je suis offensée. Vraiment. Bon, alors. Déjà sur la question culture. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'on a mis la culture et l'art à un endroit subsidiaire qui me dérange profondément. Je m'explique juste. On a nos fondamentaux, normalement, sur la citoyenneté, apprendre cette citoyenneté aux plus jeunes, apprendre ce qu'est notre République, apprendre aussi des parties de notre Constitution, apprendre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès le plus jeune âge, mais profondément, et surtout en faire l'expérience, parce qu'on peut l'apprendre sur le papier, mais en faire l'expérience dans la vraie vie. Et après, moi, je pense qu'on peut mourir pour le beau. La beauté, on peut mourir pour elle. D'ailleurs, bon, voilà, quand on voit ces vignes, on est quand même assez émerveillé. Et se rapprocher, faire que ces jeunes puissent se rapprocher de leur intimité à travers le beau, et reconstruire en fait ce mur entre l'espace public et l'espace privé en eux me semble essentiel. Aujourd'hui, on a des petits qui n'arrivent plus à faire la différence avec les réseaux sociaux, puisqu'ils sont en boucle sur WhatsApp, sur Twitter, et à insulter, mais jour-nuit, ils sont en mode ActiFed. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette coupure, alors même que l'intimité, en tout cas, l'art permet de voir où l'intimité se trouve au sein de ses émotions et d'accéder à son intimité. La génération offensée dont on parlait, elle a quand même une particularité, c'est que on parle d'une génération offensée, on parle d'un troupeau offensé en fonction de son ethnie, sa couleur, machin, ces trucs, bon, en fonction de ce que Lacan appelle le signifiant maître qui cache en réalité la profondeur de l'être. Et en fait, il s'agirait de réhumaniser ces gens qui ne sont pas offensés en leur nom, mais qui sont offensés par rapport à ce troupeau. Les esclaves ou les gens qui ont été soumis dans les génocides, ils ont toujours cherché à se réapproprier un nom. Et la culture, effectivement, permet de regarder l'autre avec son nom et son prénom. Et non pas les Noirs, les musulmans, voilà, c'est comme ça. Et donc, ça permet d'empêcher ces assignations qui sont délétères. Moi, je crois vraiment, et comme vous, je partage pour remettre la culture aussi au centre du projet, mais en lien avec la citoyenneté, évidemment. Il y avait quoi comme question après? Je ne sais plus. Parce que oui, je n'ai pas préparé, parce qu'évidemment... Vous pouvez y revenir si Jean veut prendre la parole, et puis Rachel reviendra après. Non, après, et donc l'art permet effectivement ces identités
infinie, c'est-à-dire de découvrir que son identité est multiple. Est multiple pas parce que l'on est, mais est multiple parce que c'est je est un autre. C'est ça que permet l'art. Et donc ensuite, c'est ce que disait Mario, sur la question de la lutte contre les discriminations, de lutter contre les discriminations, quel que soit le motif. Quand on comprend que je est un autre, on peut se battre, quel que soit le motif d'injustice et de discrimination. Merci. Jean. Oui, alors il y a beaucoup de questions importantes et profondes, donc c'est vrai que c'est pas facile de répondre en quelques mots à chacune, surtout de façon nuancée. Donc, Madame, puisque vous parlez, oui, vous savez, moi je porte un nom allemand, j'ai été élevé largement par une grand-mère allemande née à Dresde, et qui a été très structurante pour moi, et tous les dimanches j'allais la voir, et à peu près entre le plat de résistance et le dessert, elle me disait mais comment c'est possible que cette nation de philosophes, d'écrivains, etc., elle était obsédée, elle était tarabustée comme vous, et j'ai pas de réponse, sinon qu'il faut être attentif à ça. C'est pour ça que j'ai nommé la chose tout à l'heure, et à la fois tenir bon sur cette exigence dont parlait Rachel et Mario tout à l'heure, qui est centrale pour nous tous. Bien sûr, on ne peut pas renoncer à cette espérance absolue dans l'éducation et dans les vertus émancipatrices de l'éducation. On vient tous de là, et en même temps avoir en tête que ça ne suffit vraiment, vraiment pas, et que même souvent le pire est venu des gens les plus éduqués. Donc j'ai pas de réponse au pourquoi, parce que en plus ça nous mènerait, on pourrait en parler des heures, ce serait passionnant, mais on peut pas le faire là. Mais en tout cas, je suis heureux que vous soyez tarabusté aussi par ça. Sur les réseaux sociaux, c'est évidemment fondamental. Moi, simplement, effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un des principaux laboratoires du pire à venir, ou de ce qu'on vit comme le plus douloureux, le plus pénible de l'époque en termes de débat idéologique et de non-débat idéologique et de non-écoute de l'autre, etc. Mais en même temps, moi je pense que les réseaux sociaux ne sont qu'un miroir. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai connu une époque, je me suis inscrit sur Twitter à l'invitation d'une consoeur du journal Le Monde, et au début je trouvais que c'était assez beau parce qu'on pouvait lancer un message et on pouvait se laisser bousculer par un autre. C'était comme une bouteille à la mer, et puis des gens qu'on avait repérés comme étant pas du tout de sa propre sensibilité pouvaient bouger, vous faire bouger, enfin il y avait quelque chose. Et puis les réseaux sociaux sont justement un miroir, d'abord un miroir, je pense, de tout ça, parce qu'on a vu les choses se crisper très violemment, et les réseaux sociaux devenir un lieu comme ça où des meutes vindicatives cherchent en permanence des ennemis principaux à taper, et en faisant des alliances secondaires avec des gens avec lesquels on partage rien, mais dont on se dit que ça va nous aider à taper sur l'ennemi principal, etc. Donc les réseaux sociaux sont à la fois le miroir et puis l'accélérateur vénéneux de cette espèce d'ambiance de réel politique ou de pré-guerre civile où chacun se cherche un ennemi principal et où plus personne n'a vraiment envie d'écouter l'autre et de faire la place simplement à une parole qui peut être frontale mais qui doit rester loyale. Et donc j'ai pas grand-chose à proposer. Je pense que notamment il y a une réflexion à faire sur les formes. Il y a des gens qui réfléchissent à ça, moi j'en suis pas, mais c'est sûr qu'on peut se demander, on voit bien que sur Facebook, où je fréquente un tout petit peu, c'est rare qu'il y ait des choses très très violentes, des attaques personnelles, etc. Donc je pense que la forme, ça existe, mais c'est beaucoup plus doux. Facebook est quand même un univers beaucoup plus doux. Les vrais clashs sont quand même globalement sur Twitter. Voilà. Donc, mais j'ai pas d'affirmation tranchée là-dessus. Je constate juste, moi j'ai constaté à ma petite échelle que quand je faisais le même message sur Facebook et sur Twitter, j'avais plein de gens qui réagissaient très violemment sur Twitter, et sur Facebook c'était globalement, alors c'est peut-être aussi c'est peut-être parce que je suis copain qu'avec des poètes et des libraires exigeants. Mais enfin, globalement quand même, on a tous la sensation que la forme Twitter, l'ergonomie, le message en quelques signes, etc., a permis comme ça quelque chose de très vénéneux de s'installer. La question de la déradicalisation qui a été posée. Moi, ce mot-là, il y a des gens, évidemment, là aussi il faut être nuancé, il y a des gens magnifiques et formidables qui travaillent un peu partout dans cette espérance de déradicalisation. Moi, ça m'a toujours fait penser à... Mais moi, en fait, j'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a plein de choses très fécondes qui sont faites dans ces lieux-là, mais je ne crois pas à l'impulsion d'origine. Pour moi, quand j'entends déradicalisation, j'entends dératisation. Vous voyez, j'entends quelque chose comme ça, comme si ça pouvait être, comme si c'était une maladie Et je pense que profondément, la déradicalisation, ce mot-là, est fait pour dépolitiser ou pour déspiritualiser et pour décrédibiliser
quelque chose que nous méprisons profondément parce que ça nous fait peur et parce qu'on a oublié ce que ça peut être, et je reviens à la même chose, c'est qu'on n'arrive pas à croire que des gens croient encore vraiment à quelque chose. Et donc quand des gens disent nous on croit vraiment à quelque chose, et d'ailleurs on va vous le montrer violemment, on dit mais ils savent pas ce qu'ils disent. Ils savent pas ce qu'ils disent, on va leur expliquer, voilà, un peu comme les gamins, on va t'expliquer, c'est plus compliqué que ça, etc. Mais je pense que quand c'est aussi puissant, quand les gens disent ce qu'ils disent avec tellement de... Moi, j'ai jamais compris d'ailleurs comment on pouvait dire, comment François Hollande au moment de 2015, etc., comment tant de politiques et tant d'intellectuels pouvaient tomber dans ce qui pensait être justement à nouveau quelque chose de louable et pour éviter la guerre civile et de respect, etc. Mais en fait, le mépris que ça implique de prendre un jeune homme qui vient de tuer en disant ce qu'il a dit et de lui dire non, tu sais pas ce que tu dis, en fait on va t'expliquer, tu n'y crois pas vraiment à ce que tu dis là. Enfin, en fait, c'est profondément du mépris. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, voilà, paradoxalement, et je viens de cette culture-là, moi le livre que j'avais fait, Un silence religieux, c'était pour dire ma culture politique, j'ai été élevé là-dedans, donc je suis porteur de ce silence religieux. Nous n'arrivons pas à prendre tout ça au sérieux, nous croyons spontanément aux facteurs économiques, sociaux, géopolitiques, tout ça on y croit, et d'ailleurs souvent c'est important, mais la foi, on n'y croit pas. On n'y croit pas et on ne peut pas penser. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand des gens disent moi, au nom de Mahomet, je vais tuer toute l'équipe de Charlie Hebdo, je vais buter tout le monde au Bataclan, etc. On les prend et on leur dit mais non, en fait, tu sais pas ce que tu dis, on va t'expliquer, on va te déradicaliser. Mais la radicalisation, en fait, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que, oui, si ça veut dire peut-être quelque chose, que ces gens-là ont embrassé une espérance radicale, qui se sont radicalisés dans l'espérance, et que face à leur espérance de mort, il faut être capable de reconstruire une espérance de vie. Voilà. Et c'est pour ça que, effectivement, et moi je pense, et c'est pour nourrir le débat avec ce qu'a dit Mario Stasi, c'est-à-dire que moi, évidemment, je suis d'accord avec tout, mais je pense qu'aucun jeune, et je pense à moi-même quand j'étais vaguement jeune, ça m'aurait jamais fait rêver qu'on me dise tu vas être utile dans la société. Quand vous avez des gens, eux, il faut bien voir qu'au moment où ils luttent, ils n'arrêtent pas de le dire, il faut écouter ce qu'ils disent. D'abord, il faut voir que souvent ils sont très éduqués, et il y en a beaucoup parmi eux, contrairement à ce qu'on croit, qui n'ont pas découvert le Coran avant-hier et qui n'ont pas été endoctrinés par un petit imam débile de quartier. Non, il y a des gens très érudits, très savants en religion et très structurés intellectuellement chez eux. Il faut se souvenir que les islamistes du GIA en Algérie, on appelait ça l'islam des ingénieurs, ils étaient souvent très diplômés aussi. Donc il faut arrêter de se raconter toujours ces histoires pour se rassurer. Et je pense donc qu'il faut aussi les respecter. Et donc, d'un certain point de vue, à un moment donné, se dire qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont été attirés par cette espérance radicale, la chose à faire, c'est de leur opposer une autre espérance. Et leur espérance, je voudrais terminer là-dessus, mais c'est très long et très complexe tout ça, mais elle est internationale. Je pense qu'une des grandes faiblesses de notre propos à nous, c'est qu'on raisonne en termes de laïcité, de France, de République, etc. Mais tous leurs gestes, je le disais tout à l'heure, tous leurs mots, moi j'ai retrouvé par exemple, en travaillant un peu, vous savez, Sigolène Vincent, qui était cette chroniqueuse qui était à Charlie Hebdo et qui a été épargnée par les frères Kouachi. Il y a eu ce texte magnifique où elle parle des yeux superbes des Kouachi. Et il lui dit, je t'épargne, tu liras le Coran et tu verras la vérité, etc. Et moi, j'ai vu que cette phrase-là, il la prononçait un peu partout, au Nigeria, au moment d'épargner telle femme dans une fac, etc. Bref, ils ont une espérance dont la force même est qu'elle est sans frontières, puisque la religion ne connaît pas de frontières, que ce sont les mêmes textes partout, les mêmes gestes partout, les mêmes versets, et que tant qu'on ne comprendra pas que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas théorique, qui n'est pas doctrinaire, qui engage le corps, qui engage le rapport à la nourriture, au sommeil, à la vie en permanence pour ces gens-là, on ne comprendra rien de leur force. Et on ne comprendra pas que leur force, elle est justement d'être sans patrie ni frontières. Et donc face à ça, je pense que, oui, l'éducation est un problème massif, mais l'éducation, je pense aussi, doit se souvenir qu'elle est chez nous, en fait, qu'elle est liée à une espérance européenne. Vous avez, je crois, un rapport fort à la question européenne. Je pense que l'Europe est le lieu de naissance de la nuance, et d'ailleurs Camus vous parliez de Camus, mais Camus a des textes sublimes sur l'Europe comme continent de la nuance, comme civilisation du doute, comme espace de l'incertitude. L'Europe, c'est ce lieu extrêmement marginalisé aujourd'hui, totalement, qui se croit encore au centre de tout, archi-désirable, et qui pense qu'on va pouvoir expliquer à ces gens en prison que, bien sûr, ils se sont trompés, mais que vraiment le vrai, la belle culture, c'est la culture européenne, c'est la laïcité, c'est tout ce qu'on veut. Mais l'Europe, aujourd'hui, est marginalisée
Et peut-être qu'on s'apercevra bientôt qu'elle n'aura été à l'échelle de l'histoire qu'une petite parenthèse, et que sa culture est aujourd'hui celle d'une petite tribu locale, vous voyez. Mais en même temps, elle est forte de tout ce qu'on a dit depuis le début, dans le rapport aux identités, dans le rapport à la nuance, dans le rapport à l'histoire, à l'éducation. Et donc je pense profondément qu'il n'y aura pas de déradicalisation, il n'y aura pas de face-à-face avec ces radicalités. Quand vous disiez éradiquer la radicalisation, je pense qu'il n'y aura pas de face-à-face avec tout ça s'il n'y a pas la reconstruction d'une espérance, d'une contre-espérance, d'une espérance de vie face à l'espérance de mort. Ça ne veut pas dire... Et donc il faut l'inventer. Ça passe par plein de choses. Et la jeunesse, notamment sur la question, on n'a pas encore parlé, du climat, etc., est en quête d'espérance. C'est quelque chose presque d'ailleurs de religieux qui est en train de naître sur tous ces sujets. Et moi, je ne dis pas du tout qu'il faut opposer à l'espérance fanatique une autre espérance fanatique. Je ne pense pas du tout. Et pas du tout non plus une laïcité intransigeante ou fanatique ou je ne sais quoi. Pour moi, la laïcité, c'est très clair. Elle est définie, elle existe, elle est là. Et elle n'est ni ouverte ni fermée. Elle est forte et elle est nuancée. Mais si vous voulez, profondément, je pense qu'il faut qu'on arrive à reconquérir cet espace symbolique d'une espérance qui serait sans frontières, qu'il faut reconstruire, qu'il faut repenser. Et il y a dans l'héritage européen beaucoup de choses qui permettent de la reconstruire. Et il y aura pas d'autre, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Toute solution strictement nationale, tous les gens qui s'agitent en disant on va leur opposer les lois de la République française, mais je pense que c'est vain, c'est très très bien, mais c'est vain. Vous avez face à vous des gens qui sont partout dans le monde et dont la force est d'être sans patrie ni frontières. Pardon, je radote. Donc nous, on ne pourra jamais, on ne pourra jamais réduire notre réponse à un nous français, à un nous sclérosé, à un nous français. Ça sera forcément un nous européen, mobile, et qui fait de ses doutes une force politique, mais aussi matérielle et militaire. Merci beaucoup. On m'a dit qu'il nous reste 5 petites minutes. Je voyais... Ouais, allez-y, et puis Mario conclura. C'était juste, je voulais réagir sur cette question, puisqu'effectivement, moi, en détention, j'ai commencé à faire des ateliers au début qui étaient très formatés, et ensuite, c'était vraiment sur le chemin de la création. On parlait de... En fait, je pense que quand les personnes se sentent maîtresses d'une création, c'est déjà le début de quelque chose dans leur création et dans leur récit personnel, en fait, et de choisir justement la vie. Après, pour rebondir juste sur la question de l'international, et parce que c'est aussi une réponse un peu insolente aux décoloniaux, je préfère penser que l'islamisation est une colonisation des esprits, en tout cas de le souligner. Parce que souvent, on a des experts qui nous disent oui, ça s'internationalise. Non, c'est de la véritable colonisation. Et aujourd'hui, dans mon autre pays, puisque je suis binationale aussi, en Gambie, j'ai vu mes tantes qui sont animistes, donc avec des croyances plutôt sur la nature et sur des choses un peu mystiques, qui résistent aujourd'hui face à l'islamisation, qui vivent avec l'islam, mais qui aujourd'hui résistent à un islam de plus en plus dur. Et c'est vrai que Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, c'est une colonisation des espaces et aussi du corps et des cerveaux. Et c'est comme ça aussi qu'il faut le prendre. Mais je pense, en revanche, pour être un petit peu positif, moins ashkénaze, plus que la francophonie est un véritable levier, en fait. Et la francophonie, notamment avec les auteurs de la création, je discutais avec les maires francophones, justement, à Kigali, et qu'il y avait là, dans notre langue, complexe, nuancée, et cette langue du dialogue, chère à Senghor, qui avait quelque chose de ce mysticisme ou de ces lumières assez fort quand on arrive à y accéder encore. Et c'est ça qu'il s'agit de transmettre, cette liberté-là qu'il s'agit de transmettre aux plus jeunes, à mon avis. Merci beaucoup. Mario, pour conclure en quelques minutes. Je vais être très synthétique. Le président d'Alicra, ça m'a appris aussi le pragmatisme. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espérance. Je crois, moi, en l'espérance européenne. Je crois d'ailleurs à cette espèce de projet climatique qui, en effet, embarque toute une série de jeunes. Mais c'est se leurrer de penser que d'un radicalisé, on va lui faire, sans l'éduquer à l'esprit de doute, sans lui donner l'utilité sociale, lui faire franchir le pont immense d'une croyance obscurantique vers une espérance universelle. Je veux dire par là
que la place dans la société, c'est pour ça que j'insiste sur la lutte contre les discriminations et les projets, les micro-projets locaux, la place dans la société, la reconnaissance de son identité sans en faire une victime, faire en sorte qu'il ait une place dans un projet républicain de société lui permettra d'entrevoir ce qu'est une espérance européenne, une espérance qui le dépasse. C'est se leurrer que d'imaginer qu'il passera d'une croyance obscurantiste vers une espérance si on ne l'éduque pas. Enfin, la déradicalisation, c'est tout et n'importe quoi. C'est aussi les travaux d'intérêt généraux que le mémorial de la Shoah prend sous son aile après des décisions de justice pour montrer à des radicalisés antisémites ce qu'est Auschwitz, ce que sont les génocides. C'est évidemment pas un projet global, c'est prendre les uns après les autres avec beaucoup d'échecs, mais parfois des réussites, des êtres humains qui se sont égarés. Il y a des irréductibles, et c'est l'avocat qui vous parle. Des laissés, et moi je ne parlerai même pas, je ne citerai même pas le nom de cet affreux qui est en train d'être jugé, dont on fait une publicité à grands traits en disant c'est la religion qui m'habite. Non, c'est pas la religion, c'est l'obscurantisme et le fanatisme. Il y a un bouquin qui va sortir, pardon, je suis rapide, le manifeste contre le terrorisme islamiste. Le manifeste contre le terrorisme islamiste. Ce bouquin, il a été écrit par Shams Eddin Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Donc attention lorsqu'on dit que la religion ne connaît pas de frontières, c'est la colonisation, Rachel, tu as raison, l'islamisation qui ne connaît pas de frontières. La religion, je n'en ai pas peur et nous ne devons pas avoir peur de la religion islamique, de la religion de l'islam. En revanche, évidemment que la déradicalisation est une préoccupation majeure et qu'on n'a pas encore la clé parfaite. Mais je ne vois pas pourquoi, en raison d'échecs, on ne continuerait pas, alors qu'il y a des succès, cet essai de déradicalisation. En tout cas, on est obligé de les prendre un par un et d'essayer de les sortir. Votre livre, cher M. Birbaum, Sciences religieuses, a été pour moi particulièrement important, sachez-le, dans ma construction intellectuelle, dire les choses pour les combattre. Et je ne nie pas l'importance du religieux. Je dis simplement qu'entre l'obscurantisme et l'espérance, il y a une étape qui nous appartient. Enfin, les réseaux sociaux, et j'ai terminé, c'est un amplificateur, c'est un propagateur, plus qu'un laboratoire. Mais c'est aussi le lieu de la dictature des minorités. Attention à ce que notre République n'ait pas les projecteurs toujours braqués vers les minorités qui s'emparent de ces réseaux sociaux et à quelques-uns veulent faire régner la terreur idéologique et autres incitations à la haine. Les réseaux sociaux ont de ça de mal qu'ils amplifient les minorités et leurs mots et leur haine et leur déversoir de la haine. Et il faut absolument, en vertu de la nuance, en effet, qui doit régir notre débat démocratique, mais un homme, ça s'empêche, c'est une exigence. C'est je m'empêche de dire. Ce n'est pas simplement la nuance, c'est je m'empêche de dire. Il faut obtenir très rapidement une régulation des réseaux sociaux, Twitter étant en effet le plus mauvais élève. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Il me reste à faire la promotion des 2 très beaux livres dont on a parlé ce matin. Racé aux éditions de l'Observatoire, c'est le livre de Rachel Kahn, et Le courage de la nuance pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu de Jean Birnbaum, et c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à tous les 3. Merci à tous.